Bonjour chers élèves, ben voilà, j'espère que vous avez compris ma longue histoire sur l'équilibre de Hardy et Weinberg. Comme je vous l'ai dit, donc cet équilibre est contesté puisque les populations évoluent et je vous ai expliqué les 5 critères dont je vais vous reparler maintenant, d'une part, et d'autre part, Hardy et Weinberg n'ont pas tenu compte d'une chose, c'est que certains gènes ont plus que 2 allèles. Exemple, simplement le système ABO ou la coloration de la peau, etc. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle du polymorphisme. Et là, s'il y a plus de 2 allèles, eh bien, cette loi ne s'applique pas. Ça va? Elle ne fonctionne pas. Alors, je vais vous parler des phénomènes de microévolution donc au sein d'une population. C'est ça que ça veut dire, la microévolution. Alors, hop, j'attends. Voilà, ça s'allume. Alors, on va parler donc de ce qui peut faire changer une population. C'est d'abord la dérive génétique. La dérive génétique, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est la disparition, par exemple, de certains individus de la population suite à un éboulement de terrain, suite à des reproductions qui ne se font pas au hasard, etc., etc. Et donc, ça fait en sorte que la population ne suit pas un long fleuve tranquille, si je peux dire ça comme ça. Je vous donne un petit exemple que vous avez à la page 12, je pense, du cours. Voilà. Donc ça s'appelle la dérive génétique. Donc elle va affecter donc tous les allèles. Donc c'est une fluctuation ponctuelle des fréquences des allèles. Une fluctuation qui est vraiment imprévisible. Donc je vous dis, ça peut être dû à un éboulement de terrain ou une reproduction qui n'est pas faite au hasard, etc. Alors, évidemment, ça, c'est d'autant plus fort que la population est petite. D'accord? Je crois que vous avez compris pourquoi avec mon exemple des truites tout à l'heure. Alors, prenons un autre exemple ici, des fleurs. D'accord? On a des populations de fleurs rouges, roses et blanches ici au départ. Eh bien, on imagine ici que suite à Dieu sait quoi, vous imaginez ce que vous voulez, eh bien, il n'y ait que 5 plantes qui se reproduisent. Eh bien, vous voyez que la population change. Donc, autrement dit, les fréquences alléliques présentes dans la population sont également modifiées. Ici, imaginons ensuite, donc on a toujours un peu toutes les couleurs, mais que ce ne soit que ces 2 plantes-ci, par malchance ou par chance, peu importe, qui se reproduisent, eh bien on se retrouve uniquement avec des fleurs rouges. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la dérive génétique. Donc c'est le fait de perdre, si vous voulez, des allèles au sein du pool génétique de la population. J'espère que vous avez compris. Alors, cette dérive génétique, elle peut être amplifiée par 2 phénomènes. Le phénomène donc d'effet fondateur d'abord. L'effet fondateur, qu'est-ce que c'est? Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure avec les truites aussi, qui allaient par exemple, un petit groupe de truites qui s'échappaient de la grande population et qui allaient coloniser un nouveau milieu. Donc ça peut être ça peut être des souris qui s'échappent d'une ferme et qui vont dans une autre ferme, elles ne font plus partie de la même population. Donc ça c'est l'effet fondateur, on va dans un nouvel endroit. Donc on a ici, vous voyez, des billes de 3 couleurs, jaune, bleu, rouge, pour représenter différentes variétés d'individus. Et ici, il y en a quelques-uns qui s'échappent. Ceux qui s'échappent, c'est un peu au hasard. Vous voyez que les quelques-uns qui se sont échappés sont des rouges et des bleus. Et donc, notre population ici, notre nouvelle population, eh bien, elle ne contient que les allèles qui codent pour la couleur rouge et bleu. Je vais dire ça comme ça. D'accord? Donc, ici, la population de départ n'a pas perdu de caractéristiques, mais par contre, la nouvelle population qui a été créée suite à l'effet fondateur, donc la migration de certains individus, eh bien, le pool génétique est plus petit pour cette nouvelle population, puisqu'il y a moins de possibilités d'allèles. Ensuite, toujours la dérive génétique peut être influencée par ce qu'on appelle l'étranglement, un roulant d'étranglement. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est une catastrophe naturelle, un éboulement de terrain, ou je ne sais pas, une comète qui tombe sur la Terre. C'est ce qui s'est passé avec les dinosaures, par exemple. D'accord? Donc, imaginons qu'on ait une population initiale
ici juste avec deux types d'allèles, bleu et jaune, hein, des petites billes bleues et jaunes. Eh bien, imaginons qu'on ait une grosse catastrophe naturelle, seuls survivent quelques individus, eh bien, ça se fait un petit peu au hasard. Donc, vous voyez qu'il y a plus de jaunes qui ont survécu que de bleus, et vous voyez que la nouvelle population, ici, eh bien, elle va compter beaucoup plus d'individus jaunes que d'individus bleus. Donc, le pool génétique a changé aussi, puisque la fréquence des allèles a changé, donc les P et Q ont changé également. Ça va ? Voilà, donc on retrouve beaucoup plus de jaune et de bleu dans ce cas-ci. Donc c'est les deux phénomènes qui amplifient la dérive génétique. Voilà. Alors en revanche, ce qui a tendance à uniformiser les populations, c'est le flux génétique. Le flux génétique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand des allèles sont portés entre différentes populations. Donc, exemple, vous avez des canards ici qui sont bruns ou blancs, qui peuvent être grand A s'ils sont bruns ou petit a, donc grand A ou grand petit a s'ils sont bruns, petit a s'ils sont blancs. Eh bien, ici, on a une autre population de canards qui sont tous grand A. Eh bien, imaginons que j'en ai un qui s'échappe, d'accord, qui migre. Eh bien, justement, un blanc qui a petit a, il va apporter de nouveaux allèles dans cette population-ci. Donc, lui, il permet justement, au contraire, d'uniformiser la population, de faire en sorte que les allèles soient bien répartis, bien mélangés. Donc, on parle là de flux génétique. C'est ce qu'il faudrait en théorie y avoir pour que les populations n'évoluent pas. Donc, qu'il y ait des croisements entre tous les individus, etc., qu'il y ait migration, etc. Voilà. Alors, point suivant, c'est les mutations. Je ne vais pas me pencher là-dessus très longtemps, mais vous savez que les mutations sont à l'origine de nouvelles caractéristiques, donc de nouveaux allèles au sein d'une population. Ces mutations, si elles sont bénéfiques, vont être gardées au sein de la population et donc vont être conservées, justement avec vraiment du mal avec la lumière, vont être conservées et donc voilà, c'est un phénomène complètement naturel contre lequel on ne peut pas lutter. Donc Hardy et Weinberg ont une jolie théorie, mais voilà, tout ça montre que c'est pas super applicable. Bien ensuite, la sélection naturelle. Alors la sélection naturelle, on en a déjà parlé, c'est la loi pour la lutte pour l'existence, donc c'est ceux qui ont le plus qui sont le mieux adaptés à leur environnement, qui survivent. Donc ceux qui sont le moins bien adaptés, eh bien, ils sont condamnés à mourir. D'accord? Donc s'ils meurent, leurs gènes disparaissent et leurs allèles aussi. Donc c'est les allèles de ceux qui survivent qui vont être donnés à la génération suivante, puisque les plus aptes à se nourrir, à se reproduire, etc., vont donner leurs allèles à la descendance. Alors justement, un exemple de sélection naturelle. Alors, non, je ne suis pas tout de suite à l'exemple de sélection naturelle. Ça, je viens de vous l'expliquer justement, la sélection naturelle. Alors, on peut avoir, je reviens en arrière, donc si on a une mutation qui apporte quelque chose de positif, donc une valeur positive, c'est un avantage et ça va être probablement gardé, d'accord, conservé et peut-être transmis à l'espèce. Et transmis à la population, pardon. Et en revanche, si c'est une mutation qui n'est pas bénéfique, donc elle a une valeur négative, eh bien c'est un désavantage et il y a beaucoup de chances pour que l'individu disparaisse. Voilà. Alors, exemple concret, la phalène du bouleau. Alors, la phalène du bouleau, il y a donc c'est un papillon de nuit, d'accord, qui peut être présent sous deux formes, la forme noire, Carbonaria, et la forme blanche, Typica. Et alors, dans la région de Liverpool, on était à un moment, vers 1950, on était très interpellés par le fait qu'on retrouvait presque uniquement des formes sombres, Carbonaria, et presque pas de formes claires, alors qu'avant c'était l'inverse selon ce qu'avaient montré les naturalistes précédemment. Donc ils se sont posé la question de qu'est-ce qui est en train de se passer dans la population des phalènes de bouleau.
Eh bien, pour comprendre ça, il vous suffit de regarder une photo, enfin une image de la Grande-Bretagne dans les années 1950. Euh, et donc, vous voyez ici, donc les petits ronds noirs, c'est quand il y a des populations de phalènes du bouleau noirs. Et les blancs, c'est quand il n'y a que des individus de type typica, donc qui sont blancs. Et puis quand vous avez des camemberts, comme ça représente la proportion de noirs et de blancs. En parallèle, on met ça avec la carte des zones industrielles. Ok? Et qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, vous remarquez que là où il y a beaucoup d'industrie, il y a beaucoup plus de papillons sombres, de papillons noirs, donc de la forme carbonaria. D'accord? Alors, rappelez-vous une chose, c'est que donc ce papillon s'appelle la phalène du bouleau, donc il a tendance à se cacher sur le, ou à se mettre sur le tronc des bouleaux. Alors, le tronc des bouleaux, normalement, il est recouvert de lichen et il a la couleur blanche. Donc, normalement, eh bien, on devrait avoir des papillons blancs. Mais à cause de ces industries qui ont été très très polluantes, le tronc des bouleaux est devenu noir. Et donc, imaginez un petit peu les pauvres papillons blancs, ils n'étaient plus du tout cachés sur les troncs des bouleaux, et bien ils se sont fait attraper par, en grande partie en tout cas, par les prédateurs. Okay, tandis que les quelques papillons noirs qu'il y avait, eh bien eux, ils étaient bien cachés sur le tronc des bouleaux, donc ils étaient mieux adaptés à ce nouvel environnement qui était pollué. D'accord? Alors, je vous rassure de suite, hein, à l'heure actuelle, on a dépollué tout ça, et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, eh bien, on a le phénomène inverse qui se produit, donc c'est-à-dire que la population de papillons blancs réaugmente grâce à la dépollution, et donc ce sont les papillons noirs qui sont défavorisés puisqu'ils sont repérables sur le tronc des bouleaux blancs. Ça va? Alors, oui, là c'est juste pour vous montrer des photos. Alors, je sais qu'on ne voit pas très bien, mais justement, c'est ça le but. Ici, vous avez un papillon blanc, donc de type de type typica, pardon, et ici, un de type carbonaria. Vous voyez qu'il est très visible sur un tronc blanc. Et ici, vous le verrez certainement mieux dans vos cours, mais vous avez l'inverse, donc un tronc noir. Vous voyez super bien le papillon blanc. Par contre, ici au tableau, je ne pense pas que vous voyez le papillon noir dans votre cours, certainement. Donc voilà, ça vous montre lequel est le mieux adapté à son environnement. Et vous voyez que les environnements peuvent changer, puisqu'il y a eu plus de blanc à un moment donné, puis alors plus de noir à un moment donné quand il y a eu la pollution, pardon. Et puis, quand il y a eu des pollutions, eh bien, ça a encore changé la fréquence des allèles au sein de la population. Voilà, c'est ça que j'aimerais bien que vous compreniez. Alors, il y a des recherches scientifiques qui ont montré que le phénotype carbonaria, donc le phénotype noir, est codé par un allèle qui s'appelle grand C, et le typica, petit c, typica c'est la forme blanche. Eh bien, si on regarde la fréquence des allèles grand C, petit c, eh bien, regardez, en 1848, eh bien, il n'y avait pas de forme noire, pas du tout, parce qu'on n'a pas, la révolution industrielle n'a pas encore eu lieu. Et puis avec la révolution industrielle, augmentation du nombre de papillons noirs. Et vous voyez que là, on est presque à 100% dans certaines régions, en tout cas, je vous dis, comme la région de Liverpool. Donc, de l'allèle grand C dans la population. Ici, ça s'arrête à 1950. Bien entendu que si on continue cette courbe, maintenant qu'il y a eu des pollutions, ça redescendrait. Ça va? Et à l'inverse, eh bien, alors qu'il n'y avait que des formes blanches, donc l'allèle petit c, puisque c'est récessif, eh bien, ces papillons-là, une fois qu'il y a eu de la pollution, ils ont disparu puisqu'ils étaient défavorisés. Donc, dans le pool génétique, eh bien, il y a eu beaucoup plus, au moment de la révolution industrielle, il y a eu beaucoup plus d'allèles grand C, pardon, au détriment de la forme petit c. Donc, vous voyez que la loi de Hardy-Weinberg est mise à mal, comme dans cet exemple-ci, vraiment très très fort, puisque
la sélection naturelle fait en sorte que les populations évoluent et s'adaptent à leur milieu. Alors, ce n'est pas un but en soi. Ne pensez pas, on a fait ça pour ça. D'accord? Les papillons ne sont pas devenus noirs pour échapper aux prédateurs. Pensez bien que c'est une conséquence. Donc, les papillons, on observe une forme noire plus fréquente parce que, eh bien, les blanches ont disparu. Ce n'est pas un but en soi l'évolution, même si tout le monde a tendance à parler de cette façon-là, et certainement moi aussi. Ça va? Donc, gardez bien cela en tête, s'il vous plaît. Alors, pour, je pense, presque terminer ce cours, en tout cas, terminer la sélection naturelle, donc, voilà, il existe plusieurs types de sélection naturelle. Alors, imaginons ici que nous ayons, et je vais vous donner d'autres exemples que les papillons pour que ce soit un peu plus clair, mais imaginons ici que nous ayons des papillons blancs, puis alors légèrement bleutés, de plus en plus bleus, et puis ici, vraiment bleu foncé. Donc la forme vraiment intermédiaire, la voici. Donc on va dire mauve, d'accord? Eh bien, on a une cloche, hein, donc, comme pour la couleur de la peau par exemple, on voit aussi ça chez l'être humain. Ça va? Alors, suite à un phénomène X ou Y, eh bien, il y aurait certains individus favorisés. Donc, c'est là que je veux arriver. Oups. Il y a 3 types de sélection naturelle. Alors, soit la sélection orientée. Par exemple, je vais reprendre l'exemple de la phalène du bouleau. Eh bien, il fallait que les troncs, si les troncs étaient pollués, il fallait qu'ils soient plus noirs, que les papillons soient plus noirs pour pouvoir résister. Je fais ça comme ça. Vous voyez que je parle mal, moi aussi. Donc, on a observé que les formes plus sombres étaient plus présentes au détriment de la forme plus claire. D'accord? Ça, c'est une sélection orientée. Vous voyez que la courbe ici, elle s'est déplacée et que les formes vraiment très claires ont disparu. Je vous donne un autre exemple du même genre, c'est le cou de la girafe. Toujours pas étudié par Darwin, hein, n'oubliez pas, mais le cou de la girafe, donc s'est allongé de génération en génération. Pourquoi? Parce que les petites girafes n'arrivaient pas à se nourrir pour attraper les feuilles qui étaient placées assez hautes. Et donc petit à petit, la population, donc imaginez que ceci ce ne soit pas des couleurs, mais que ce soit la taille de la population, la taille de la population des girafes, eh bien on a une moyenne, on a des petites, on a des grandes, d'accord? Ça dépend de notre ADN. Et bien petit à petit, cette courbe, cette cloche s'est déplacée vers la droite, donc vers des individus plus grands. Ça, c'est ce qu'on appelle la sélection orientée. D'accord? Il y a eu une question là-dessus dans le bac l'année passée, mais qui était posée bizarrement. Voilà, je vous laisserai lire ça. Donc, oui, on demandait aux élèves de tracer un graphique de quelque chose, mais sans leur donner des données. En fait, ils devaient simplement dire de quel type d'évolution naturelle il s'agissait. Donc, orienté, c'est quand la courbe se déplace dans un sens, ou ça pourrait être dans l'autre. Hein. Ça peut être plus avantageux d'être plus blanc ou plus petit, etc. etc. Ça va? Alors, deuxième type de sélection naturelle, la sélection stabilisatrice. C'est-à-dire que, vous voyez ici que notre cloche de départ, il n'y a plus de blanc ni de bleu très 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 foncé. Ça veut dire que les individus intermédiaires sont favorisés. Alors, je vais vous donner un exemple concret pour l'être humain, par exemple. On sait que le poids des bébés à la naissance, le poids, la masse, je devrais dire, est important pour la survie des bébés. Les bébés qui pèsent 3 kg, aux environs de 3 kg, sont les plus favorisés. Si on a un bébé qui fait 400 grammes, malheureusement, il y a peu de chances de survivre. Si on a un bébé qui fait 8 kg, j'exagère évidemment, il a aussi peu de chances de survivre. Donc ce sont les individus qui ont le phénotype le plus intermédiaire qui sont le plus favorisés. Et donc on observe une courbe qui se centre ici, donc qui devient plus pointue, et c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle stabilisatrice. Dernier type de sélection naturelle, la sélection disjonctive ou bien, j'ai un autre mot qui va me revenir, bref. Alors, vous voyez ici, ça c'est beaucoup plus rare, c'est vraiment étrange. Donc, on a, c'est pas la courbe de départ, c'est pas ceux du milieu qui sont favorisés, c'est pas les plus grands, c'est pas les plus petits, c'est pas les plus foncés, c'est pas les plus clairs,
c'est deux formes intermédiaires, je veux dire, mais pas ceux du milieu. Ceux du milieu sont défavorisés. Eh bien, si je vous donne un exemple concret, encore une fois, ce qu'on a vu, qu'on a pu observer sur certaines îles. Vous savez que Darwin a étudié les pinsons et il a remarqué que sur certaines îles, en fonction des saisons, etc., le régime alimentaire des pinsons changeait. Et en fait, eh bien, les pinsons, soit ils ont un gros bec, soit ils ont un petit bec, soit ils ont un bec moyen, on va dire. Mais ceux qui ont un gros bec savent casser les grosses graines s'il n'y a pas assez à manger pour tout le monde. Ceux qui ont un petit bec savent casser les petites graines si, encore une fois, les ressources sont limitées. Ceux qui ont un bec de taille intermédiaire ne savent pas s'attaquer aux grosses graines et ne savent pas manger les petites non plus. Donc, ils sont défavorisés. Donc, ils ont tendance à disparaître. Ceux qui ont le phénotype intermédiaire. D'accord? J'espère que vous avez compris cet exemple. Voilà. Donc ça, le nom reviendra plus tard parce que ce n'est pas disjonctif que j'utilise d'habitude, mais ça revient même. C'est déstabilisant, voilà. Okay, un mot du même genre. Donc, trois modes de sélection naturelle. Soit on déplace la courbe orientée, soit stabilisatrice, c'est celle du milieu, c'est des individus du phénotype intermédiaire, donc du milieu qui sont favorisés, soit disjonctive, donc ce sont les individus plutôt, je veux dire, opposés qui sont favorisés et les individus intermédiaires qui sont défavorisés par rapport à la sélection naturelle. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que la vidéo commence à être longue pour vous, je l'imagine. Je vous embrasse et ne sortez pas. Ciao, ciao!